scientifique. Je pense que c'est un sujet difficile, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit que ce que j'allais vous faire, c'est essayer de reprendre un petit peu, finalement, comment naît la résistance. Ça va peut-être répondre à quelques questions que j'ai entendues dans la salle. Et quelles sont les variables explicatives, c'est-à-dire pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir des résultats et pourquoi nous ne voyons pas l'effet de ce que nous essayons de faire depuis des années. Aller sur quels sont les bénéfices attendus et quelles sont les différentes limites des études. Et puis, est-ce qu'il y a des études qui nous montrent des résultats individuels? Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à des résultats individuels ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse en termes de collectif? Et j'essaierai de conclure sur toutes ces données. Alors, juste pour répondre aux questions que j'ai entendues dans la salle, finalement, si vous vouliez, de façon schématique, regarder comment se diffuse la résistance, il y a deux façons d'acquérir des bactéries multirésistantes. La première, c'est par une acquisition exogène, c'est-à-dire à un moment donné, je vous ai passé la bactérie et son mécanisme de résistance. Et là, l'antibiothérapie, on est certain qu'il va favoriser le transfert et on a beaucoup de données dans la littérature, je dis le transfert de la bactérie et de son mécanisme de résistance. Et peut-être qu'un des beaux exemples récents, c'est l'étude d'Étienne Ruppé qui montrait une relation entre le portage de BLSE et la densité, l'abondance relative dans les selles et l'antibiothérapie. Si vous avez des patients qui ont de plus en plus de BLSE dans leurs selles, eh bien, ils vont diffuser de plus en plus. Et donc, ils vont probablement transmettre. Et on sait qu'il y a une corrélation aussi avec la contamination environnementale. Et je crois que cet élément est extrêmement important. Et dans vos réanimations où il y a des patients qui rentrent porteurs de BLSE, plus vous allez mettre des antibiotiques, plus vous allez exposer à la transmission secondaire. Deuxièmement, l'antibiothérapie favorise l'acquisition. Et là, je vous ai mis les quelques références que nous avons dans la littérature, c'est les modèles animaux, mais j'aurais pu vous mettre des études de 1980 qui montrent très très bien le rôle de l'antibiotique dans le transfert de plasmide d'une bactérie résistante à une bactérie sensible dans le microbiote. Et si vous regardez deux patients, l'un qui reçoit des antibiotiques, l'autre qui n'en reçoit pas, et qui sont exposés au même réservoir, le risque est beaucoup plus important sur celui qui reçoit des antibiotiques à acquérir une bactérie multirésistante. Deuxième mécanisme d'acquisition ou grande famille, c'est les acquisitions endogènes. C'est-à-dire, en gros, la résistance n'existe pas dans mon tube digestif et sous la pression de sélection antibiotique, la résistance va apparaître. Là, il y a quelques exemples. Je vous ai mis le papier Princeps qui fait qu'on a condamné les céphalosporines de troisième génération sur les entérobactéries du groupe 3, parce que l'on sait qu'ils entraînent des dérépressions de l'enzyme qui est LAMP-C. Et je vous ai mis les papiers récents sur les antibiotiques et les fluoroquinolones, où là on sait que dès la première dose de fluoroquinolone, et ça c'est un très joli papier fait par l'équipe de Bichat à l'admission aux urgences, on regardait les patients qui avaient reçu une seule dose de fluoroquinolone, et on regardait ce qui se passait dans leurs selles, et ils avaient donc une fréquence extrêmement élevée d'entérobactéries résistantes au fluoroquinolone. Deuxièmement, il est clair que dans l'acquisition endogène, et je vous l'ai mis en rouge, et c'est peut-être le phénomène que nous vivons sur ces 10 dernières années, la sélection de bactéries résistantes préexistantes dans notre tube digestif. Parmi vous, 10% des patients sont porteurs de bactéries multirésistantes. Si vous rentrez en réanimation et que je vous dépiste, la probabilité que je trouve un certain nombre d'entre vous, elle n'est que de 70%. 30% des patients que je dépisterai seront porteurs et je ne les verrai pas. Et c'est à cause d'une antibiothérapie qu'on va voir que cette concentration va se proliférer dans les selles et qu'elle commencera à être visible. Et ce phénomène est un phénomène récent et qui va augmenter dans le temps. Et c'est probablement le phénomène qui va prédominer dans les années futures. Deuxièmement, quels sont les éléments associés à la résistance? D'où la difficulté finalement de trouver des conclusions. Voilà tous les éléments qui participent à l'émergence de la résistance. D'abord, un élément que toutes les études ne prennent pas, c'est la pression de colonisation. Si vous êtes dans une unité de réanimation où vous avez 30 à 40% de patients porteurs de BMR, quoi que vous fassiez, vous aurez des acquisitions. Quoi que vous fassiez. Pourquoi? Parce que la pression de colonisation est un facteur indépendant de transmission. De la même façon, quand vous regardez les choix des classes thérapeutiques, et je suis impressionné sur les 5 dernières années de voir combien on parle des alternatives de céphalosporines de deuxième génération, des inhibiteurs, tous les antibiotiques ont des conséquences écologiques. Il n'y a pas un seul antibiotique qui n'a pas de conséquences écologiques. Il y a très peu d'antibiotiques qui n'ont pas d'effet anti-anaérobie. Et je vous ai cité, voilà, les quelques données grosses classes antibiotiques qui posent des problèmes. Les céphalosporines, elles sont associées à l'émergence de BLSE, elles sont associées à la dérépression de céphalosporinase. Les fluoroquinolones, associées à des mutations, à l'apparition de
de mécanismes de résistance par efflux. Les inhibiteurs de bêta-lactamase, la tazocilline que tout le monde veut mettre pour les infections à BLSE, eh bien les inhibiteurs inhibent les bêta-lactamases endogènes du tube digestif et donc augmentent les concentrations antibiotiques dans le tube digestif et donc les conséquences écologiques. Et donc attention, il n'y a pas d'antibiotique qui n'a pas d'effet sur les flores. Enfin, l'importance du foyer bactérien. Si je vous reprends un exemple qui est le fait que les céphalosporines sont associées à la dérépression des céphalosporinases pour les groupes 3. C'est probablement vrai, mais c'est certainement vrai chez les patients qui ont un inoculum important. Et chez les patients qui ont un inoculum plus faible, le risque est différent. De la même façon, quand vous regardez les fluoroquinolones, le risque de voir émerger des mutants résistants, c'est essentiellement lorsque l'inoculum est supérieur à 10 exposant 6 unités formant colonie. Et donc, attention, tous ces éléments-là ne sont pas du tout pris dans les études actuellement en place. Enfin, il y a les modalités thérapeutiques. Tout à l'heure, Cécile nous a montré que finalement, c'est extrêmement important d'adapter les doses antibiotiques. D'accord. Mais d'un point de vue écologique, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir des doses extrêmement élevées dans mon tube digestif qui répriment toutes les bactéries ou d'avoir des concentrations dans mon tube digestif à la limite de la CMI ou de la concentration prévenant les mutants. Attention, peut-être que les doses continues exposent à des surrisques de sélection de bactéries multirésistantes. Et ça, personne ne l'a étudié. On sait très bien qu'il y a des corrélations entre la concentration dans le tube digestif et l'émergence de résistance, mais personne n'a regardé si les modalités d'administration que l'on donne vont modifier les choses. Enfin, tout à l'heure, Charles-Édouard a dit quelque chose de fondamental. Le problème de nos études, c'est qu'on regarde les malades en réanimation. Or, un certain nombre de mécanismes de résistance vont apparaître après. Quand on regarde les fluoroquinolones, vous administrez une fluoroquinolone, vous regardez ce qui se passe dans le tube digestif, les concentrations sont extrêmement élevées, tous les bacilles à gram négatifs vont disparaître, sensibles aux fluoroquinolones. Et c'est quand le malade n'en a plus que la concentration dans le tube digestif va diminuer, et c'est là qu'on vont apparaître les mutants. Et donc probablement, un certain nombre de malades vont avoir des bactéries multirésistantes qui vont apparaître, mais beaucoup plus tardivement dans le temps, et on ne les verra pas chez nous, parce que finalement, ça ne nous concerne pas, ils sont déjà sortis. Enfin, si on veut regarder quels sont les bénéfices attendus de l'antimicrobial stewardship, deux choses. Soit à l'échelon individuel, et l'idée c'est de protéger le patient d'un échec thérapeutique, soit protéger le patient d'une éventuelle surinfection. Et la question qui peut se poser, c'est à l'échelon collectif, peut-être que notre rôle c'est de réduire la pression de colonisation, c'est de diminuer les bactéries multirésistantes, mais quand je parle des bactéries multirésistantes, j'y inclus aussi Clostridium difficile. Et j'ai pris quelques études, pour exemple, pour essayer de vous montrer les résultats des différents travaux. Avant de passer à ces études-là, d'abord, quelques limites finalement aux travaux actuellement publiés. Vous avez deux revues de la littérature, une d'Alexis Tabar récemment faite sur l'intérêt de l'antimicrobial stewardship en réanimation, et la deuxième qui est un peu plus ancienne de Kaki, qui avait regardé en réanimation qu'est-ce qui se passait. D'abord, elles regardent l'impact sur les résistances globales. Effectivement, c'est important, mais la résistance globale est aussi impactée par la résistance dans la communauté. Et elle concerne des évaluations qui sont tout à fait différentes. Soit des stratégies globales de restriction et de préautorisation des choix antibiotiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça l'antimicrobial stewardship, soit on regarde certaines molécules, par exemple fluoroquinolone et émergence de résistance aux fluoroquinolones, soit elle regarde des mécanismes de résistance particuliers, par exemple prescription de carbapénem et résistance au carbapénem. Il est évident que dans une unité de réanimation, si vous baissez la consommation d'imipénem, vous allez baisser la résistance de Pseudomonas aeruginosa résistant à l'imipénem. Mais est-ce que c'est ça notre objectif, ou est-ce que notre objectif c'est de diminuer globalement la consommation des antibiotiques? Enfin, beaucoup d'études sur la désescalade, et à la fin je dirai ce que je pense de la désescalade, mais je pense dès maintenant que c'est un mot qui nous a été introduit pour nous rassurer, pour que l'on fasse quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre objectif, je crois qu'il faut être beaucoup plus ambitieux si on veut obtenir des résultats. Donc deux parties pour la deuxième partie de mon topo. Est-ce qu'il y a des bénéfices individuels? Est-ce qu'il y a des bénéfices collectifs? Alors pour les bénéfices individuels, il y a une seule étude qui est ancienne et qui probablement sera fausse aujourd'hui, parce que publiée dans les années 2000, au moment où la prévalence des BLSE était extrêmement faible, et qui montrait que dans une étude randomisée sur des PAVM, qu'on traitait soit 10 à 21 jours, soit qu'on randomisait en fonction de l'évolution clinique, et là on n'utilisait pas la PCT à ce moment-là, mais le score de Pugin, et on coupait en deux groupes, un groupe qu'on traitait 10 à 21 jours lorsque l'évolution était favorable, et un groupe où on traitait 3 jours, et puis on s'arrêtait après la réévaluation.
Et juste, l'élément important de cette étude, qui est une étude randomisée, c'est de montrer que finalement, non seulement on avait moins de consommation antibiotique dans le groupe qui était randomisé durée de traitement courte, mais surtout, ce qu'on voyait ici, c'est une diminution significative des infections secondaires. Et là, on peut dire que dans cette étude-là, il y avait un intérêt à un traitement de courte durée. Juste un élément important. Probablement que cette étude serait fausse aujourd'hui, parce que finalement, avec les 10 à 20% de porteurs de BLSE, probablement que même les 3 jours d'antibiothérapie auront des conséquences en termes d'émergence et en termes d'infections secondaires. Est-ce qu'il y a deux autres études? Il y a beaucoup d'études dans la littérature sur la désescalade. Alors tu les as citées, Charles-Édouard, et je te remercie, parce que ça m'évite de les développer. Une qui est positive, deux qui sont négatives. L'étude positive, elle comparait quoi? Une association entre imipenem vancomycine versus le maintien d'une antibiothérapie usuelle. Donc là, c'était un bras bien défini, et là, c'était un bras où tout le monde pouvait faire ce que l'on veut. Et qu'est-ce qu'elle montrait, cette étude randomisée? Une diminution des staphylocoques dorés résistants à la méticilline. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le rôle des antibiotiques dans l'émergence du staphylocoque résistant à la méticilline est minime. Le MRSA se transmet par les mains. Et si vous avez des MRSA dans votre service, occupez-vous de l'hygiène des mains et du niveau d'observance de l'hygiène des mains. Dans ces deux travaux, où on avait regardé aussi les conséquences écologiques, montré des résultats plutôt négatifs pour celui-là, avec une augmentation de la résistance dans le groupe de désescalade, et dans celui-là, un résultat plutôt neutre. Voilà le résumé de la méta-analyse de Kaki en 2011 sur les études en réanimation en termes de conséquences de l'antimicrobial stewardship. Ce que l'on peut retenir, même si ce n'est pas significatif, vous avez les p-values ici des différentes études, c'est que dans la majeure partie des études, vous avez une diminution de la consommation des antibiotiques. Et c'est peut-être cela mon premier objectif. Mon objectif lorsque je fais de l'antimicrobial stewardship, c'est de diminuer la consommation des antibiotiques globalement. Et je pense que la réponse est oui, on peut y arriver. Quant aux conséquences écologiques, c'est une autre question et il faudra probablement regarder cela dans le temps. Ce n'est ni au bout de 6 mois, ni au bout d'un an, ni même au bout de 5 ans qu'on aura les résultats. Les premières études nationales faites en Espagne et au Danemark ont montré qu'au bout de 10 ans, on commençait à obtenir des résultats lorsqu'on menait une politique nationale de réduction de la consommation des antibiotiques. Deux études qu'on peut retenir et qui sont intéressantes. La première, une étude de Marat, qui est une étude de type avant-après, où l'objectif était simple, était de dire j'arrête l'antibiothérapie de plus de 14 jours. Et quand on regarde cette étude, on a, premier message, dans 90% des cas, lorsqu'on est dans le bras, je réduis l'antibiothérapie supérieure à 14 jours, on peut le faire. Donc c'est déjà un bon élément. On arrive à réduire les principales consommations d'antibiotiques. Et quand on regarde la prévalence de la résistance au sein des espèces, on voit bien qu'il y a une diminution significative. Malheureusement, lorsqu'on regarde les infections, il y a une diminution des infections aux germes résistants, mais elle n'est pas aussi spectaculaire que la réduction de la prévalence au sein des espèces. Deuxième étude, qui est une étude française, qui est une étude où on a regardé 4 éléments, qui sont peut-être en fait la solution de l'antimicrobial stewardship. D'abord, une réévaluation au 3e jour et au 7e jour, qui consiste à dire je vais réadapter selon l'antibiogramme, 3e et 7e jour. Deuxième, la réévaluation au 10e jour, est-ce que le malade a besoin de plus ou est-ce que je fais stop? Enfin, pour les fluoroquinolones, je passe à la voie orale et pour les aminoglycosides, je ne dépasse pas 5 à 7 jours. Et donc, il y a 94 et après 94. Et lorsqu'on regarde, on a une diminution significative de la consommation de la majeure partie des antibiotiques dans ce travail, avec, en pratique, une réduction des bactéries multirésistantes et des infections à bactéries multirésistantes. Vous avez ici pour l'ensemble de la population la réduction des BMR et quand vous regardez essentiellement, ça consiste à une diminution des SARM et à une diminution des entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération, mais ça ne concerne pas les BLSE. Évidemment qu'entre 94 et 98, on a commencé à voir l'émergence des BLSE. Alors comment expliquer l'absence de données individuelles? D'abord, peut-être que la résistance s'installe rapidement et que les effets sont quasi immédiats. Ça a été cité par deux de mes collègues tout à l'heure, l'étude de Laurence Armand-Lefebvre, qui suggérait que dès la 3e dose de carbapénem, on avait un risque de voir émerger des résistances au carbapénem. J'en suis persuadé chez les patients de réanimation. Ce ne sont pas des patients de première main, ce sont des patients qui sont déjà colonisés et le moindre antibiotique
va faire émerger de la résistance. Probablement que si on reprend l'étude d'Armand Lefebvre et qu'on la fait dans une population de patients communautaires, il n'y aura aucun effet. Et on a pas mal de données dans la littérature qui regardent l'effet écologique de l'imipenem sur des patients comme vous et moi sains, c'est-à-dire des témoins sains, on va dire, aucun effet écologique. Enfin, dans toutes ces études, nous ne prenons pas en compte des facteurs confondants qui sont la pression de colonisation et la fréquence d'éco-résistance. Quand vous êtes porteur d'une BLSE, elle est obligatoirement résistante à l'amoxicilline. Que vous recevez de l'amoxicilline ou de l'augmentin, ça va faire émerger votre BLSE. En pratique, la maîtrise est un phénomène global. L'antibiothérapie stewardship ne doit pas se limiter à la désescalade. Et pour faire mieux, je crois qu'il faut prendre les meilleurs antibiotiques pour les patients qui sont infectés, les délais les plus courts et se reposer la question quotidiennement de la durée du traitement, l'hygiène des mains certainement, et je ne suis pas sûr qu'il faille s'intéresser à telle molécule ou telle autre. Je crois que ce sujet-là est un sujet pour nous rassurer parce qu'on n'arrive pas à faire tout le reste. Je vous remercie de votre attention.